Génial. Super. Bon, ben, on est ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinaire, le webinaire du mois de novembre, sur un sujet qui n'est pas évident, c'est le sujet des formations obligatoires, de toutes les obligations qu'on peut avoir quand on est employeur, sur des sujets de santé, de sécurité, de qualité de vie au travail. Donc, on va essayer de vous aider à décrypter un petit peu tout ça. Avant ça, comme d'habitude, ce que je vous propose, c'est de répondre à un petit quiz pour mieux vous connaître et mieux comprendre un petit peu qui vous êtes et où vous en êtes justement de vos formations obligatoires. Donc, on vous laisse quelques secondes pour répondre. Après, on partagera est-ce que vous êtes du coup côté RH, côté formation, direction HSE, etc. Donc là, c'est votre métier. Ensuite, est-ce que vous avez déjà participé à un webinaire Goldmap? Ça nous intéresse de savoir si c'est nouveau pour vous ou si vous êtes déjà client, entre guillemets, des webinaires. Troisième question super importante, où est-ce que vous en êtes de votre DUERP? Ça va être un sujet qu'on va aborder évidemment. Est-ce qu'il n'est pas créé et auquel cas il faut s'y mettre? Est-ce qu'il a été créé mais il doit être mis à jour parce que c'est un document qui doit vivre régulièrement? Ou est-ce qu'il est régulièrement mis à jour? Et là, vous êtes déjà les bons élèves. Quatrième question, et c'est peut-être la plus importante, est-ce que vous avez le sentiment de connaître vos obligations légales en matière de sécurité et de santé? Alors, on a deux répondants pour l'instant qui nous ont mis oui, tout à fait. Ben, venez dans notre équipe parce que on vous avoue que c'est pas toujours super simple pour nous qui ne sommes pas juristes de bien lire, mais ça sera intéressant de confronter un peu les points de vue. Et effectivement, dans le chat, vous nous avez précisé vos postes, donc ça c'est top, Geneviève. Workplace Manager, Kevin, infirmier santé au travail, Muriel, pareil, Head of Workplace, Experience, Office Manager, chef de projet RSE. Ok, super. Et je ne l'ai pas encore précisé, mais on est 70 participants, donc pour un sujet qui est aussi difficile, on vous remercie de nous rejoindre. C'est top. Allez, on vous laisse encore 5 ou 10 secondes. RH, je vois assistant RH. Ouais. Peut-être on va en profiter, nous, pour se présenter avec Harmonie. Je te laisse te présenter, Harmonie. Bonjour à tous, moi je m'appelle Harmonie, je suis ergonome PRP et je suis chez Goldmap, responsable de l'ingénierie pédagogique et des opérations. Donc voilà. Voilà, donc l'idée, c'est d'animer tout ça à deux mains, à quatre mains avec Harmonie. Et donc, moi, je suis le cofondateur de la société. Je suis Arthur Catani. Si vous avez déjà fait des webinaires, vous nous connaissez. Allez, fin du vote. On va vous partager les résultats. Donc, en gros, quel poste vous occupez? On a quand même une grande majorité de RH et de HSE. C'est pas étonnant vu le sujet. On aurait pu peut-être avoir un petit peu plus de direction. On a assez peu de responsables formation. Ça va être intéressant de confronter un peu les points de vue des responsables formation sur vos obligations légales en matière d'animation de formation. Moitié à peu près sur la participation à un webinaire, c'est top. Ça veut dire qu'on a des nouvelles personnes qui rentrent dans le réseau. Le DUERP, on a plutôt des bons élèves puisque vous êtes 40% à le mettre régulièrement à jour. Et pour ceux pour qui c'est pas encore créé, il faut y aller parce que c'est une obligation légale pour tout type d'entreprise, quel que soit le nombre de collaborateurs. Et puis après, le sentiment de connaître, plutôt oui pour la majorité des répondants, pour un répondant sur deux, plutôt non pour un répondant sur quatre, pas du tout pour deux répondants, et oui tout à fait pour quatre répondants. Donc ces répondants, ils pourront, ces quatre personnes-là pourront témoigner, pourront aider dans le chat aussi pour essayer de faire vivre au mieux ce webinaire. Voilà un petit peu pour les questions. Encore une fois, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est les formations obligatoires, c'est toutes les obligations légales en matière de santé, sécurité. D'abord, pour réussir votre DUERP, qui est peut-être la première porte d'entrée sur ces sujets. Et puis, de manière générale, pour assurer votre conformité légale. J'étais ce week-end avec un très bon ami qui est dirigeant d'entreprise, qui a repris une entreprise, et il me disait, ce qui m'empêche de dormir, ce qui me stresse le plus, c'est de me dire que je ne suis pas au courant de tout ce qui m'incombe en tant qu'employeur. Donc, c'est pour ça qu'on avait choisi ce webinaire, c'est d'essayer de vous aider à lire dans cet océan, dans ce magma de plein de choses, parfois incompréhensibles du code du travail. On a essayé de faire ce travail-là et je remercie Harmonie pour cet exercice-là. C'est probablement pas parfait, c'est probablement pas encore exhaustif, mais on y travaille pour vous aider au mieux. Et ça bouge beaucoup. Vous savez que même en ce moment, dans le projet de financement de la sécurité sociale, on parle aussi beaucoup de la santé et de la sécurité. Donc,
ce sont des choses qui sont amenées à évoluer. Très rapidement sur Goldmap, on est un organisme de formation un petit peu nouvelle génération. On est spécialisé, nous, sur les sujets santé, sécurité et qualité de vie au travail. Donc, tout ce qui est obligatoire, ça nous parle, évidemment. On couvre plusieurs thématiques, de la santé physique jusqu'à la santé mentale, en passant par les risques professionnels. On va vous proposer énormément de formats variés, c'est ce que les clients apprécient, des choses longues en petits groupes, en formation, des formats plus courts qu'on appelle sensibilisation, des conférences, du présentiel, du distanciel. Bref, vous nous dites ce que vous voulez, on vous l'anime. On intervient à tous les niveaux, on vous propose des formations salariés, managers, CSE, RH, direction, etc. Et on intervient depuis 2017 sur ces sujets de prévention santé. Donc, ça fait depuis 2017 un peu plus de 15 000 actions de formation organisées partout en France. On intervient vraiment aux quatre coins du territoire. On a touché un peu moins d'1 million de salariés depuis 2017 sur nos actions de formation et on s'appuie sur des formateurs. Et du coup, Camille, effectivement, oui, on intervient partout en France. Donc, la mission de Goldmap, c'est de vous aider à prendre soin de la santé de vos collaborateurs. Et pour ça, on essaye d'être votre partenaire au quotidien sur tous vos enjeux santé, sécurité et qualité de vie au travail. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que le DRH, la responsable HSE, responsable formation, ont souvent besoin d'un seul interlocuteur pour couvrir plusieurs enjeux de qualité de vie au travail, de prévention santé. Donc, plutôt que de faire appel à un prestataire ici, un prestataire là et un autre prestataire là-bas, on essaye, nous, en tout cas, c'est notre ambition, vraiment de vous accompagner sur tous ces enjeux de sécurité et de qualité de vie au travail. Donc forcément, la partie risque professionnel est la plus importante. On accompagne énormément de grandes entreprises, grandes administrations publiques. Forcément, ici, vous avez les logos qui parlent le plus, mais on travaille beaucoup aussi avec des PME et des ETI. Donc, on accompagne Enedis sur les TMS, Saint-Gobain également sur les TMS, le ministère de l'économie sur le travail sur écran, l'assurance maladie, LVMH, etc. On a le plaisir de travailler sur plein de secteurs différents. Un petit mot juste sur le prochain webinaire à ne pas rater. Ça sera un sujet qui n'est pas simple aussi, mais qui est vraiment un sujet, je pense, d'actualité, parce qu'on voit que les niveaux d'absentéisme explosent, et ils en parlent d'ailleurs en ce moment à l'Assemblée et au Sénat. Comment, en tant qu'employeur, on agit contre l'absentéisme quand il est un petit peu subi comme ça, qu'on n'arrive pas à le comprendre? Quelles sont les stratégies RH, stratégies au niveau direction, au niveau entreprise, et stratégies aussi de qualité de vie au travail pour essayer d'engager les équipes, de les motiver pour éviter évidemment les accidents de travail et les arrêts de travail qui viennent impacter énormément l'individuel et le collectif. Donc, ça sera un super sujet. On vous mettra le lien vers le prochain webinaire. Et justement, sur cette série, La mieux vaut prévenir, ben, c'est une série qu'on a démarrée depuis 2023. On a vraiment plaisir à vous retrouver une fois par mois comme ça pour essayer de vous aider à décrypter un peu les grandes tendances, vous donner des clés, on va dire, très concrètes sur une semaine de la QVT, une semaine du handicap, parler des risques psychosociaux, etc. On essaie vraiment de couvrir un peu tous les grands sujets qui nous concernent et qui vous concernent évidemment au quotidien. Est-ce que c'est bon pour ça, pour la présentation de Goldmap? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes dispo? Est-ce que vous avez toute votre concentration là? Parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet avec un petit quiz. Ok, top. Merci Sylviane, merci Muriel, Geneviève. Allez, génial. Eh ben, on commence le quiz. On va vous proposer un petit point sur les obligations légales de l'employeur. Il y a des choses très faciles. Il y a des questions un petit peu plus difficiles, mais l'idée, comme dans toutes nos formations, c'est que nous, on démarre toujours par une auto-évaluation et par un petit quiz de connaissances. Donc, on va faire cet exercice. Faire de la prévention, selon vous, c'est quoi? C'est prendre toutes les précautions pour éviter qu'un accident n'arrive. C'est défendre quelqu'un contre un danger ou c'est prévenir rapidement les secours quand quelqu'un a un accident. Allez, plutôt, celle-là, elle est plutôt simple. Faut aller C'était la première. C'était le premier. C'était la première, effectivement. Vous nous dites. On a quand même du B. J'ai vu des réponses B. On a eu du B. J'ai vu des réponses B. Bon, on a quand même grande majorité de A, effectivement. Je te laisse, Harmonie, commenter tout ça. En fait, oui, on est d'accord que la prévention, le but, c'est vraiment d'intervenir ce qu'on appelle toujours la prévention primaire. C'est avant tout danger, avant tout risque. Donc, c'est vraiment le but d'éviter accident de travail, maladie professionnelle. Je pense que ces termes-là, vous les connaissez. Mais c'est vraiment d'éliminer le risque à sa source. À la source, oui, exactement. Deuxième question, un petit peu plus dure, même si je pense qu'on aura beaucoup de bonnes réponses. Qu'est-ce qui signifie DUERP, selon vous? Est-ce que c'est le document unifié d'évaluation des risques professionnels?
Est-ce que c'est le dictionnaire universel des excuses récurrentes au patron? Ça, c'est pas mal. Est-ce que c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels? Bon, il y a un petit piège entre le A et le C. Forcément. Même si on pourrait unifier unique, ça pourrait, ça se retrouve, mais effectivement, le vrai terme, c'est document unique d'évaluation des risques. Pascal, hein, le A, bon, c'est le C, effectivement, mais bon, entre unique et unifié, effectivement, c'est proche. On a fait exprès de vous piéger là-dessus. Donc ça, pas besoin de commentaires pour ça. Ça parle de soi-même. Troisième question, selon vous, qu'est-ce que doit contenir le document unique d'évaluation des risques professionnels en plus de l'inventaire des risques professionnels? Est-ce que c'est le recensement des accidents du travail et maladies professionnelles survenus dans l'entreprise? Est-ce que c'est le règlement intérieur de l'entreprise? Est-ce que c'est un plan d'action de prévention des risques professionnels? Et on a eu une réponse qui est du A, sinon c'est du C. On laisse encore quelques secondes pour répondre. Ça pourrait être influencé par les autres réponses. Personnellement, nous utilisons aussi le A. Ouais, ok. Oui, alors. Camille, dans le C, en fait, dans le document unique, vous recensez les accidents. Ouais. Ok. Yuen aussi. Ce qui est obligatoire, effectivement, c'est effectivement un plan d'action parce que c'est ça qui doit découler. En fait, oui, une fois que vous avez identifié vos risques, vous les avez évalués, derrière, il faut que ça serve. En fait, il faut que concrètement, on mette en place des actions. Mais effectivement, vous pouvez aussi annexer à ce document unique d'autres ressources, d'autres informations quantifiables. De toute façon, plus il est complet, mieux c'est, j'ai envie de dire. Donc, effectivement, vous pouvez annexer un recensement des accidents de travail, maladie. On a Marie aussi qui nous dit qu'elle ajoute là. Hyper intéressant. Ce qui est obligatoire, effectivement, c'est ce plan d'action de prévention des risques pro. En cas d'atteinte, nous surélevons le risque résiduel volontairement. Ça, c'est très bien. Ça veut dire que vous êtes très consciencieux de ce qu'elle dit. Donc, effectivement, ce qui est obligatoire, c'est ça. Mais si vous pouvez, effectivement, apporter encore plus de matière et chiffrer des choses, en annexe, vous pouvez rajouter dans votre document unique. Allez, top. Un risque professionnel un petit peu plus dur, peut-être, même si, à mon avis, on aura beaucoup de bonnes réponses aussi, vu le public. Il est évalué en fonction de quoi, selon vous? Du préjudice en matière d'image pour l'entreprise, de la gravité des dommages, de la probabilité d'occurrence et du coût financier. A, B ou C. On a beaucoup de B. Un petit peu de C, Xavier. Hop. Et sinon, pardon, Xavier, c'était le C sur la précédente. Oui, on est d'accord. Gravité, probabilité d'occurrence. Je ne sais pas si vous avez ce schéma en tête, mais on est d'accord qu'en fait, vous devez multiplier en fait deux indices, ce qu'on appelle l'indice de criticité, entre la gravité du risque, donc les conséquences mortelles. Moi, je donne toujours l'exemple du risque routier, donc gravité extrêmement importante, et la fréquence à laquelle vos salariés sont exposés à ce risque. Forcément, s'il y a peu d'exposition, ça va pas être une priorité d'action pour vous. Alors que si vous avez et la gravité et la fréquence d'exposition, là, dans votre plan d'action, ça doit être alerté en rouge et vous devez mettre en place des actions de suppression ou de réduction. Et je pense que les autres points sont importants aussi. Le préjudice en matière d'image, il doit pas être négligé. Et le coût financier, évidemment, il est important. Oui. Il est important. Oui, c'est ça. Oui, il y a une petite subtilité, mais on ne va pas encore trop entrer dans les détails, effectivement, Yuen. C'est exactement entre l'occurrence et l'exposition. Tout dépend aussi de votre secteur, de vos risques professionnels. Mais on peut faire une petite distinction. Cinquième et dernière question du quiz. Si un employé ne respecte pas les consignes de sécurité et qu'un accident du travail survient, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'employeur seulement qui est responsable? Est-ce que l'employé peut être poursuivi en justice s'il est responsable? Est-ce que l'employé ne risque rien? Souvent, pourquoi on a mis cette question? Parce que souvent, on a l'impression qu'on sait très bien que c'est l'employeur qui est, parce que tout ce qui se passe dans vos locaux, et encore, il y a même ce risque sur le trajet domicile-travail, c'est la faute de l'employeur, c'est forcément imputable à l'employeur. Alors, effectivement, on a quand même des réponses A. Et ben non, justement, l'employeur n'est pas seul responsable. Aujourd'hui, l'employé, si on prouve qu'il n'a pas, en fait, l'employeur se mettait à disposition tous les moyens pour réduire, supprimer ce risque, et que l'employé ne respecte pas, qu'il y a non-respect des consignes de sécurité, il peut être tenu responsable. Alors, c'est beaucoup de démarches, ça peut être très long, mais beaucoup d'interprétations, selon la gravité des faits, tout ça. Mais non, aujourd'hui, l'employé peut être poursuivi en justice. Hop. Allez, voilà. Est-ce que c'est bon pour le quiz? On est prêt. Alors, question un peu. Question très généraliste.
Est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, nous lister dans le chat les obligations des employeurs? Donc là, on parle vraiment des obligations légales, de ce qui est inscrit dans le Code du travail. Donc, si vous pouvez être le plus précis possible dans le chat, vous nous dites, et vous allez voir que nous, on a fait une slide. Donc, veiller à la santé et sécurité. 9 principes généraux de prévention. Oui, formation incendie. Alors, peut-être, Carla, un peu plus, on va dire, généraliste que ça. C'est vraiment voilà, plus obligation générale. Santé et sécurité. Exactement. Vous voulez vraiment quelque chose de très macroscopique, une vue macroscopique de vos obligations. Obligations de protection. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres obligations en tant qu'employeur? Il y a l'obligation de s'assurer de prévenir, protéger la santé, Si vous allez au-delà, là on est sur santé et sécurité, si vous prenez un peu plus de recul, vos obligations tout court en tant qu'employeur. Vous verrez qu'il y a beaucoup de formés. Oui, exactement. Alors, c'est ce que c'est que BDESE. BDESE, Léa, si vous avez les détails. Formé, registre Bénin des AT. Ouais. Exactement. En fait, ce qu'on a essayé, il y a eu beaucoup de travail pour ce webinaire, c'est qu'on essaie vraiment de simplifier, de vulgariser les choses. Et vous verrez, voilà, mesures pour assurer la. Ouais, ça c'est le code. Article 41-21, c'est qu'on doit tous. L'employeur doit prendre des mesures pour assurer la sécurité. C'est vrai que celui-là, c'est peut-être celui qu'on connaît tous le plus, effectivement. La santé mentale et physique. Ok, bon, vous êtes très focus santé, sécurité, mais nous, on voulait vraiment vous montrer de manière très, très générale l'ensemble des obligations des employeurs. Alors, on ne va pas tous les lire, mais vous savez que forcément, il y a le respect du contrat de travail, il y a le côté de non-discrimination, autant à l'embauche qu'à la rémunération, qu'à de la progression professionnelle. Il y a aussi cette obligation de suivi avec le médecin du travail, de suivi médical des salariés, de la rémunération, avec votre CSE à partir de 11 salariés, avec la CSSCT à partir de 300 salariés. Voilà, vous avez énormément d'obligations. Quelqu'un a dit registre des accidents de travail, donc effectivement de déclaration et d'enregistrement. Et si on regarde vraiment ce focus par rapport à l'article 41-21 du Code du travail qui est sur préserver la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés. En fait, l'article ici à droite que vous avez 41-21. Exactement, qu'on va voir, on va un petit peu décortiquer ensemble. Mais effectivement, si on est sur ces sujets santé, sécurité, il y a ce côté sur le handicap. Donc, vous savez que vous avez de cette obligation, le TH, l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés qui fixe avec ce taux de 6%. Alors, c'est aussi public. Alors, on s'est bien renseigné, toutes ces obligations, c'est privé comme public. C'est juste que tout ce qui est préservé de la santé physique et mentale des salariés, c'est autant les agents de la fonction publique que les salariés. Après, c'était dans la mise en œuvre où il peut y avoir des différences entre ou des applications qui sont des fois différentes entre eux. On vous parlera un petit peu, Laurence, des applications ensuite par secteur. Vous verrez que finalement, les interprétations de santé et sécurité au travail, elles sont différentes selon si j'ai un métier très sédentaire que si je travaille dans un sous-marin, ce qui est logique aussi, mais c'est pour ça que finalement, cet exercice de définir les obligations légales, c'est un exercice qui est assez difficile. Merci pour cette précision pour le public. Exactement. Mais ce qu'il faut surtout retenir, et c'est pour ça qu'on va essayer vraiment de vulgariser les choses, c'est que pour tout établissement public comme privé, vous avez une obligation de préserver la santé physique et mentale des salariés. C'est juste dans la mise en application. Donc, on va parler des travailleurs handicapés, on va parler du maintien dans l'emploi, du respect aussi vie pro, vie perso, tout ce qui est aménagement de poste, en fait, maintien au poste de travail et l'obligation de sécurité de santé qui regroupe pas mal de sujets transverses. Allez, super, merci beaucoup. On aime bien quand il y a des questions dans le chat, parce qu'on ne pourra pas répondre à tout. N'hésitez pas. Et puis aussi ces réponses, comme ça, c'est bien, ça sert aussi à ça. Le fameux Harmonie, le fameux 41-21, alinéa 1 du Code du travail. Exactement. Donc, le but, c'est quoi? Vous les connaissez, c'est de mettre en place l'action de prévention des risques professionnels. Donc, oui, vous aurez le support. Donc, oui, forcément, vous avez, c'est ce qui va donner suite, en fait, à votre document unique, à l'évaluation des risques. Des actions d'information et de formation. Et c'est là où, souvent, on est un peu dans le gris. Est-ce qu'on va plus informer, est-ce qu'on va travailler? Ce qu'il faut retenir pour tout établissement, entreprise, privé, public, tout ça, c'est évaluer vos risques professionnels. D'accord, donc identifier et évaluer avec un indice de criticité. Deux, c'est prévenir. On en a parlé, je ne sais plus qui en a dit dans le chat, les 9 principes généraux de prévention. Donc, au départ, idéalement, c'est la suppression du risque, mais après, on peut en modifier. C'est pour ça celui du portable et de la pièce. Attendez. Je continue. Bien vu. Bien vu. Désolé. Bon, normalement, si on. On est dans nos nouveaux locaux. Merci beaucoup, Laurent. Est-ce que c'est mieux là? Ok, super. Donc, je vais de prévenir avec les 9 principes généraux de prévention. Donc, le but, c'est de supprimer, mais après, on
Donc, en fait, le but, c'est de réduire sinon l'impact du risque sur la santé. C'est de consigner. Là, il faut absolument que vous indiquiez. Ce qu'il faut faire par rapport à l'inspection du travail, c'est de montrer que vous avez évalué, que vous tentez de prévenir, mais surtout que vous vous consignez. Donc, il faut absolument que vous valorisez par l'écrit, donc avec justement ce DURP, voilà, tous vos risques qu'on vous pouvez trouver chez vous, c'est de former et d'adapter forcément le travail à vos salariés pour qu'il y ait moins de risques pour eux et aussi dans l'impact de votre production. Et après, on a quand même mis le côté handicap. Vous avez cette obligation que vous connaissez, donc l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, avec un aménagement raisonnable, bien sûr. Hein, le but, c'est pas de tout révolutionner sur un poste. Hein, il y a vraiment cette notion d'aménagement raisonnable et de maintien en emploi. Il faut travailler sur l'employabilité en fait de vos salariés pour essayer de les maintenir au maximum dans l'emploi. Top. Ben, merci beaucoup, Harmonie, pour cette introduction, on va dire, aux obligations légales. Je pense qu'on est prêt à rentrer dans le vif du sujet. Sur les formations donc obligatoires pour tous les employeurs. On va vous parler un petit peu de tout ça. Donc là, on va être assez généraliste. Et puis ensuite, on va essayer d'aller zoomer selon les secteurs d'activité que nous, on connaît le mieux. Et je pense que là, ce sera utile aussi d'avoir vos retours, puisque c'est une ressource, nous, qu'on va continuer d'alimenter. On est en train on a fini un livre blanc là-dessus, mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit réécrire, mettre à jour quasiment tous les mois, actualiser. Donc, on est preneur évidemment de vos retours. Ça, c'est finalement l'action à laquelle vous avez répondu. Ouais, c'est ça. Ça, vous nous l'avez dit, obligation incendie, prendre soin de la santé, de la sécurité physique, mentale, etc. Vous nous en avez un petit peu parlé. En gros, ce qu'il faut retenir, alors, c'est que vous avez 3 obligations. Alors, vous voyez, dans le code du travail, les 2 premiers sont dans un ensemble et après, un peu plus loin, il y a le 3e. En gros, l'employeur, il a 3 obligations en matière de formation professionnelle. C'est d'adapter les postes de travail. En fait, c'est de permettre à vos salariés qu'ils soient en fait bien sur leur poste de travail et qu'ils puissent avoir tous les moyens pour mener à bien leur mission. C'est de maintenir en emploi les salariés, hein, cette notion d'employabilité, et c'est de former à la sécurité. Ça, c'est vraiment les 3 grandes obligations. Après, il y a plein d'interprétations qu'on peut avoir, mais en tout cas, c'est exactement ces termes-là qu'on retrouve dans le Code du travail. Donc, vous savez que pour remplir ces obligations, l'employeur peut élaborer ce qu'on appelle un plan de développement des compétences. C'est anciennement le plan comment il s'appelle anciennement? Le plan c'était un plan de formation, en fait, hein, où vous devez absolument que chaque personne, en fait, soit intégrée dans un plan de formation. Donc ça, c'est important pour chaque personne de recenser l'ensemble de ces actions de formation. Et en gros, l'élaboration de ce plan de développement des compétences, ça concerne vraiment toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, mais la mise en place, là, c'est à vous, c'est vraiment l'employeur qui choisit de mettre en place ou non, en fait, ce plan de développement des compétences. Okay. Après consultation des représentants du personnel. Il y a une loi qui date un petit peu d'il y a 4 ans, du 2 août 2021, où vous savez que vous avez l'obligation de former vos salariés à la sécurité dans le cadre de leur devoir de prévention, d'accord? Et aujourd'hui, ce qui a changé un petit peu, c'est que vous avez une obligation de résultat. Avant, c'est une obligation de moyens, et aujourd'hui, c'est vraiment de renforcer ça, parce que l'obligation de moyens, c'était facile de prouver que, oui, on a mis en place des affiches d'information, on a mis en place ces formations-là une fois par an, une fois tous les 2 ans. Aujourd'hui, il y a vraiment cette obligation de résultat, donc d'où l'intérêt de quantifier les choses, de recenser, pour montrer que depuis que vous avez mis en place ces formations, eh bien, il y a moins d'accidents, il y a peut-être votre absentéisme est un peu moins impacté, moins de turnover. Voilà, c'est ça qui est important de montrer. Ça veut dire que si on a des résultats en matière d'accidents de travail, d'arrêt de travail qui sont mauvais, on peut être embêté par… La carte SAD risque de vous tomber dessus, l'adresse aussi. On va voir tout ça. Maya, on va en parler un petit peu de tout ça. Vous allez voir, ça va être un peu plus clair. Là, c'est très général. Voilà, c'est ça. Formation obligatoire pour tous les employeurs. Vous avez, en gros, c'est vraiment recenser ça. C'est la sécurité incendie. Donc ça doit concerner vraiment toutes les personnes. Idéalement, ce qui est inscrit dans le Code du travail, donc c'est cette salle que vous devez surtout retenir. J'en ai vraiment une, c'est la salle 28. Donc, où ce qui est important, c'est que de mettre en place des exercices pratiques. C'est ça qui est aussi précisé dans le Code du travail. C'est que tous les 6 mois, normalement, il faudrait mettre en place des exercices pratiques donc, par rapport au risque incendie, donc manipulation d'extincteur, auprès de vos salariés
pour se préserver de ce risque incendie. Préciser, formation secouriste. Oui, effectivement, vous avez raison, Kevin, on va le préciser. Donc, cette formation sécurité incendie, elle doit être faite à l'embauche. Et ensuite, selon les risques, selon la taille de l'entreprise, selon si vous êtes un établissement qui reçoit du public ou pas, la fréquence d'exercice, elle va être plus ou moins régulière. Exactement. Donc, voilà, c'est le premier qu'on a identifié. Donc, la formation secouriste au travail, au moins un salarié par unité de travail. Est-ce que tu peux nous expliquer, Harmonie, ce que ça veut dire? En fait, normalement, dans votre entreprise, vous devez essayer de catégoriser, de montrer en fait que vous avez plusieurs unités de travail, surtout si je donne un exemple dans le milieu industriel, hein, vous avez peut-être des expéditions, vous avez peut-être la production, vous avez le SAV. Donc, le but, c'est vraiment de périmétrer en fait vos activités de travail et on devrait avoir vraiment par ces unités de travail un formateur SST. Par exemple, dans les équipes, ceux qui travaillent de jour ou qui travaillent de nuit, normalement, vous devez avoir vous avez un SST de jour, un SST de nuit, un SST à l'expédition, un SST sur l'entrepôt. Voilà, idéalement. Kevin, effectivement, vous précisez au travail. Alors, je n'ai pas précisé, mais si vous voulez, je peux vous le dire à l'oral. Effectivement, on parle souvent aussi des formations PSC. La différence entre les formations SST, donc sauveteur secouriste au travail, ou premier secours qui sont adaptés au cadre du travail. La formation PSC, c'est plus pour les citoyens. Donc, c'est plus d'avoir c'est plus en fait, même pour les enfants, en fait, c'est vraiment de s'ouvrir, même dans la vie au quotidien. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas sur le PSC qui est obligatoire, mais bien le SST au premier secours. Un salarié présent car le télétravail et les absences. Alors, je n'ai pas compris votre remarque. Un salarié présent car avec le. Alors, c'est sûr qu'avec le télétravail, lui, les absences, c'est hyper compliqué d'avoir toujours un SST. Mais en fait, il faut être dans une logique. Il faut avoir formé suffisamment c'est ça. pour se dire on a à peu près toujours quelqu'un qui peut réagir en cas de difficulté. Exactement. Et effectivement, Audrey, on ne peut pas forcer des collaborateurs. On peut leur indiquer que ça serait fortement recommandé, mais après, les gens ont envie de le faire ou pas. Alors, en fait, d'être formé au premier secours, c'est obligatoire. Par contre, le SST, il est obligatoire pour certains secteurs d'activité quand quand dans votre entreprise, il y a vraiment des gros risques professionnels. Donc, ça. Nous, chez Goldmap, typiquement, on n'a pas de SST parce que les risques vont être formés au premier secours. Exactement. En fait, il faut qu'on connaisse les gestes de premier secours. Et le SST, c'est vraiment dans les établissements du public ou des entreprises où il y a des risques importants en termes de gravité. C'est 2 fois par an, pas forcément tous les 6 mois. Si un exercice pratique, il faudrait tous les 6 mois. Idéalement, c'est ce qui est en tout cas écrit sur les références du Code du travail qu'on vous a mis là. Après, dans les faits, on se rend compte qu'il y a souvent des très grands écarts entre ce qui est prescrit et ce qui est réalisé. Donc là, encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur, mais nous, on vous indique ce qui est recommandé et ce qui est écrit. Une formation PC. Alors, une formation PC n'est pas obligatoire, mais vous pourriez, effectivement, en disant que c'est une formation de premier secours ou geste au premier secours sur certains métiers. Oui. Le premier secours, ça va couvrir ça. Ça va couvrir ça. On essaye de répondre parce qu'il y a pas mal de questions. Les limites de l'obligation du résultat, effectivement. C'était plutôt une mauvaise nouvelle pour les employeurs que ça passe en obligation de résultat et pas de moyens. Parce que là, il faut vraiment essayer d'avoir des résultats concrets de prévention et de baisse des arrêts. Ce qui est compliqué, c'est que toutes ces obligations, on ne va pas les distinguer, sauf quand il y a vraiment un risque probant. Mais effectivement, ces obligations, on ne va pas voir si vous êtes plus une entreprise de service ou industrie ou BTP, même si on protège un peu plus les gros risques professionnels dans ces milieux. Troisième thème, c'est les EPI que vous connaissez bien, les équipements de protection individuelle. Donc là, pour le coup, ça concerne que les salariés qui sont exposés à des risques qui nécessitent un EPI. Voilà, dès que vous mettez à disposition un équipement de protection individuelle, le casque, les chaussures, le gant, vous devez normalement former vos salariés à l'utilisation de ces EPI, parce qu'on sait très bien que si c'est mal porté, la protection n'est pas là. Donc, oui, normalement, c'est à l'embauche. Et dès que si vous changez d'EPI, voilà, normalement, c'est quelque chose qui doit être fait régulier. Est-ce qu'on a une obligation de résultat là-dessus aussi, si quelqu'un ne porte pas ses EPI parce qu'il est gêné dans son travail au quotidien? Avec l'employeur, vous devez normalement faire en sorte. Alors, il y a souvent ce côté subjectif, ça ne me convient pas, je ne me sens pas à l'aise. Là, vous pouvez vous appuyer sur votre médecin du travail, votre médecin de prévention. Mais normalement, aujourd'hui, on est capable de fournir des équipements de protection individuelle pour
toute qui sont personne, pour toute agréables à morphologie. porter, Donc ouais. oui, c'est obligatoire et justement, ça pourrait être une faute d'ailleurs inexcusable si la personne ne porte pas ses EPI alors que c'est bien obligatoire. Ok, donc ça, c'est les EPI, c'était peut-être un peu plus facile. Gestes et postures, il n'est pas simple Oui. non plus. Le public concerné pour la partie obligatoire, logique, c'est les salariés qui ont des métiers physiques avec de la manutention manuelle. Voilà. Donc là, c'est à vous, entreprise, à voir qu'est-ce qu'on. Alors, il y a une définition officielle de la manutention manuelle, mais effectivement, si cette manutention manuelle, c'est le quotidien de vos salariés, vous devez les former. Alors, il y a le PRAP, mais ce qui n'est pas forcément obligatoire. Vous connaissez le PRAP IBC ou le PRAP 2S en fonction de vos secteurs. Mais en gros, non. Ce qui est vraiment indiqué dans le code du travail, c'est une formation de gestes et postures. Le PRAP IBC, PRAP 2S, c'est quand même très long à mettre en place. C'est quand même très, très cadré, très, très figé. Nous, on est habilité à le faire. Mais c'est vrai qu'on propose aussi un format, moi qui suis ergonome, on propose quand même un format qui est beaucoup plus pratique, où on va sur le terrain, on va s'adapter à vos contraintes, à votre milieu, à vos équipements de travail. Format plus court aussi, hein, parce que le PRAP, c'est 14 heures. jours. Et c'est 4 jours pour le 2S et 2 jours pour le IBC. Donc on comprend la lourdeur de mise en application et en plus, il y a des maths on peut perdre effectivement cette habilitation. Donc, voilà. Donc, le geste et posture est obligatoire, mais ce n'est pas forcément le PRAP. C'est comme sur secourisme. Exactement. C'est pas forcément le SST. Sauf pour les entreprises où il y a des gros risques. Exactement. Mais c'est vrai que nous, on peut avoir tendance à se dire, ah, ben, du coup, il faut absolument former des SST, il faut absolument former PRAP. C'est juste que c'est les formations les plus utilisées par les entreprises. Mais finalement, ça ne veut pas dire que vous avez obligatoirement une formation PRAP. Exactement. Alors, Maya, peut-être mettre en digital aussi, ce qui est conseillé, Maya, c'est forcément la mise en pratique. Et donc, je vous dirais, gestes et postures, non. Gestes et postures, non, ouais. Muriel, par rapport au travail administratif. Alors, moi, c'est mon sujet, vraiment le travail sur écran, le geste et posture par rapport au travail sur écran. Non, ce n'est pas obligatoire parce que là, c'est vraiment du geste et posture manutention manuelle qui est obligatoire, mais fortement recommandé, effectivement, le geste et posture pour lié au travail sur écran pour le personnel administratif. Ouais. Parce que vous êtes tout autant impacté par les TMS que les métiers un peu plus physiques, ça c'est sûr. Ok. 5e thématique, c'est le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Alors, je crois que le moral, c'est surtout le harcèlement sexuel et agissement sexiste qui est obligatoire. En fait, vous savez que normalement, vous devez avoir un référent dans votre entreprise. Donc là, un référent employeur des entreprises de plus de 250 salariés, vous devez avoir une personne qui est formée pour lutter ou prévenir du harcèlement sexuel. Les violences sexistes et sexuelles. Exactement. Donc ça, vous avez une obligation d'une PME. Il y a une personne au CSE, par exemple, doit avoir une formation CSE qui est obligatoire, spécifique de la prévention. Pour les entreprises de moins de 250 salariés, c'est fortement recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, on n'est pas obligé dans un CSE d'avoir un référent harcèlement si on a une PME. Voilà, exactement. Mais c'est fortement recommandé. Donc, mais en tout cas, obligatoire à partir de 250. Donc, Lorraine, vous avez un référent harcèlement, vous êtes une PME, donc sans collaborateur. Vous pouvez grandir jusqu'à 250. Donc, à partir de 250, finalement, on doit avoir un référent employeur. Ouais. Il faut que l'employeur désigne un référent harcèlement et il faut former. Et un membre du CSE également qui doit être formé. Ouais. Exactement. Laurence, harcèlement moral, quelle référence? C'est pas obligatoire. Mais alors, j'ai envie de vous dire, nous qui faisons le contenu harcèlement moral et sexuel, il y a un gros tronc commun. Donc, la personne qui est le référent harcèlement sexuel et agissement sexiste fait la prévention du harcèlement moral. Mais ce n'est pas une obligation, c'est fortement recommandé pour les managers et la direction. Mais dans les formations obligatoires, non. Formation à la sécurité générale, c'est peut-être celui qui est le plus difficile, le plus fourre-tout. Ouais. Le fourre-tout, en gros, mais on va le décortiquer un peu après, c'est qu'effectivement, on l'avait mis dans la slide d'avant, vous avez une obligation de former à la sécurité. Et là, j'ai envie de dire, tout dépend. Et le point de départ, c'est votre document unique, clairement. Mais ça, on va le voir après, justement. C'est pour ça que si vous faites bien l'exercice du document unique, finalement, vous allez pouvoir vous dire, OK, ça, je considère que je dois le faire. Ça, je considère que c'est un risque secondaire. Et donc, je suis pas obligé, effectivement, de mettre en place une action. Exactement. En fait, moi, j'essaie toujours de ne pas culpabiliser. Nous, on est vraiment notre positionnement avec Goldmap, c'est vraiment de se dire qu'il faut
tant qu'on fait tout ce qu'on peut pour préserver de la santé physique et mentale, bah, c'est déjà ça. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Voilà, l'accident de travail, la maladie pro, ça peut toujours arriver. Mais le but, c'est vraiment de vous dire, OK, j'ai identifié, j'ai évalué, j'ai essayé de mettre ça en place et de montrer en fait que vous allez, alors à moyen ou court terme, mettre des choses concrètes avec vos propres moyens. Comment on dit pour le PSC existe? Non, pas le PSC, le SST existe. SST a un recyclage. Ouais, le PSC, je crois, non, je crois pas que le PSC, parce que c'est citoyen en Il y a fait. plusieurs niveaux, non? Alors, on dit plus PSC. Ah ouais, mais le PSC a plusieurs niveaux. Oui, Ouais. mais aujourd'hui, Ouais. Mais aujourd'hui, on parle vraiment du PSC de manière générale. Là, on a repris un peu tous pour vous donner un peu plus de détails pour, en gros, concrètement, voilà, ce qu'on vous demande. Donc, c'est un peu pour répondre à toutes vos questions qu'il y a dans le chat. Donc, on reprend prévention, incendie, évacuation. Donc, c'est obligatoire pour tous avec l'exercice pratique. Donc, manipulation des extincteurs. Donc, je vous ai mis les objectifs, c'est vraiment de reconnaître les caractéristiques du signal sonore, de savoir où sont vos points de rassemblement, tout ça. Et cette formation doit contenir des exercices d'évacuation et de manipulation des facteurs organisés régulièrement afin d'assurer la sécurité de tous. Périodicité, du coup, on avait vu dans le document tous les 6 mois, idéalement, Sarah, et plus ou moins à respecter selon si vous recevez du public ou pas. En fait, il faut au moins une formation risque incendie et après, si vous pouvez faire des petites formations d'exercices, c'est ça normalement. Voilà, ça ne nécessite pas forcément de faire appel à un nouveau formateur tous les 6 mois. Mais vous faites une formation et ensuite, vous, en interne, vous faites l'exercice pratique d'évacuation. Sarah, il faut chaque salarié doit être formé au moins une fois. Ouais. Voilà, la formation, c'est une fois. Et après, ce que le Code du travail dit, c'est que tous les 6 mois, il faudrait mettre en place des exercices, il faut pratiquer en exercice, mais sur un format beaucoup plus court. On vous a mis quelques exemples de formation incendie, alors que nous, on propose, mais que vous aurez chez d'autres organismes de formation, évidemment. Il y a le guide fil-serre-fil que vous connaissez. Alors, il y a la manipulation des extincteurs qui est peut-être la plus simple, la plus pratique, la plus rapide. Il y a les équipiers de première intervention et il y a le recyclage des équipiers de première intervention. Harmonie, est-ce que tu peux juste nous réexpliquer guide fil-serre-fil et équipier de première intervention, ce que ça veut dire? Ouais, dans équipier de première intervention, vous allez, en fait, c'est les personnes qui peuvent agir sur le feu avant l'arrivée des secours. Donc, c'est les premières actions pour essayer d'éteindre le feu. Donc, il y a quand même un truc assez technique, c'est pour ça que c'est quand même une formation assez longue. Donc, c'est pour vraiment, voilà, agir sur le feu, c'est le tout premier niveau du sapeur-pompier, si je caricature un petit peu. Alors que le guide fil-serre-fil, là, on va pas du tout agir sur le feu, on va juste plutôt aider la personne à évacuer pour conduire en fait les personnes en sécurité. Donc en fait, la formation guide fil-serre-fil, moi j'ai toujours que c'est un peu le côté pas manager, mais c'est la personne qui va s'assurer qu'il n'y a personne dans les locaux, qui va compter tout le monde à la fin, qui va aller jusqu'au point de rendez-vous, qui va donner les consignes en fait. Alors que les formations EPI, là, il y a une action sur le fait. Entre EPI et manipulation d'extincteurs, il y a de la manipulation d'extincteurs dans l'EPI. En fait, c'est ça que je ne sais plus faire cette question. C'est la formation, en fait, les EPI. Et manipulation d'extincteurs, c'est que le côté pratique. Donc, vous avez dans la formation la manipulation d'extincteurs, mais comme il y a une récurrence qui est hyper importante et pour ne pas vous apporter de la lourdeur, vous pouvez compléter avec juste tous les 6 mois cette manipulation extincteur. On avance parce qu'on a encore pas mal de sujets. On a beaucoup de choses à dire. C'est pas toujours très simple. Les premiers secours. Voilà. Donc ça, on l'a vu. Obligatoire, recommandé pour l'ensemble des salariés, obligatoire dans certains métiers, à renouveler tous les 24 mois. Et formé au secourisme dans chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux. Oui, ça, on aura le support. Donc, vous avez là souligné les éléments qui sont importants. Donc, travaux dangereux. Si vous avez sur un chantier, vous êtes dans le BTP par exemple, un chantier qui emploie 20 travailleurs au moins pendant plus de 15 jours, où il y a eu des travaux dangereux, forcément, on doit pouvoir avoir des salariés formés au premier secours, aux gestes qui sauvent. Laurence, vous avez dans le Code du travail la liste exacte des travaux dangereux, celle de travail en hauteur, celle de travail avec des machines dangereuses, coupantes, voilà, des choses comme ça. Et vous avez vu maintenant, il y a aussi une sensibilisation plutôt pour les personnes qui partent en retraite sur la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent. C'est sorti en 2021-2022, obligation de l'employeur de former ou de sensibiliser toutes les personnes qui partent en retraite aux gestes qui sauvent. Ensuite, on vous a décortiqué, mais on va passer assez vite. On aurait tellement de choses à vous dire. Ça, c'est les… Excusez-moi. Pourquoi ça… Ouais, c'est bon.
Après, si on parle des EPI, Pardon, attends 2 secondes. ouais, Il y a de la latence. on va passer directement aux EPI, la formation EPI obligatoire. Les premiers secours, les EPI. Donc là, on vous l'a dit, c'est une formation qui de vos salariés, il faut former les personnes à bien les porter. Je pense souvent en protection auditive. Oui, vous aurez le replay, comme ça vous suivrez tout en continu, on vous fera gagner du temps. Protection auditive, ça c'est hyper important. Il y a tellement de personnes qui les portent mal et qui sont forcément exposées après aux risques sonores. Chez Goldmap, nous, on forme aux EPI, évidemment. On forme et après au risque, on va dire, annexe aux EPI, qui est l'audition sur le travail au bruit, la sécurité des mains sur protection sécurité des mains en milieu professionnel, le risque chimique, etc. Exactement. Les gestes et postures, on en a parlé un petit peu. Ouais, dès que vous avez de la manutention manuelle ou des efforts physiques, alors c'est vraiment un métier, voilà, métier physique, métier plutôt du secteur secondaire, et bien voilà, vous devez mettre en place cette formation gestes et postures. Ouais. Alors, c'est vraiment précisé tel quel une information. Alors, il faut mettre en place une information lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte. À vous de l'interpréter comme vous voulez, mais voilà, si vous observez par rapport à votre DU que le risque qu'on voit que les personnes, elles n'ont pas tous les moyens, les aides à la manutention ou qu'elles n'appliquent pas forcément les bons gestes, vous pouvez informer seulement, mais vous devez former. Et là, voilà, une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations, où il y a un côté quand même très pratique. C'est pour ça que je vous parlais vraiment de la formation qu'on appelle gestes et postures de base, où il faut aller sur le terrain et on applique en live en fait les bons conseils gestes et postures. Gestes et postures, c'est peut-être celle qu'on fait le plus, nous, qu'on nous demande le plus, parce que c'est à la fois une obligation employeur, mais c'est aussi un intérêt employeur pour avoir des salariés en bonne santé, pour faire des choses qui soient dans le respect, on va dire, des principes d'économie d'effort, gestes et postures. Nous, on décline le geste et posture sur pas mal de thématiques différentes, manutention manuelle, manipulation de personnes pour les métiers du sanitaire et social, la conduite quand on est dans le transport, la logistique, le travail sur écran, Harmonie en a parlé un petit peu pour les métiers sédentaires. Et après, vous avez plein d'autres choses. Vous pouvez même proposer des ateliers sur l'ergonomie pour des gens qui sont en télétravail, etc. Donc ça, Olivia, Harmonie l'a dit, non, il n'y a pas vraiment d'obligation. Ce qu'on propose, c'est fortement recommandé en revanche. Encore une fois, c'est votre document. L'obligation, c'est vraiment gestes et postures, manutention manuelle. Ouais. Mais par rapport au travail sur écran, si vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de TMS, beaucoup de maladies professionnelles des épaules, des coudes et des poignets, et ben votre document unique va épingler le fait que ce risque de TMS, travail sur écran, est important. Et donc là, ça deviendra une obligation. Mais en l'état, non. Harcèlement, on en a parlé. Celui-là, c'est peut-être le plus simple. Chaque entreprise de plus de 250 salariés, vous devez avoir au moins un référent, à la fois dans le CSE, mais aussi nommé par l'employeur. Non, bah, une personne. Une seule personne. Ouais, qui peut être en général, c'est quand même la personne du CSE. Ouais. Mais voilà, une personne au plus de 250. Donc ça veut dire que c'est plutôt, a priori, si vous êtes une UTI de 300, 400, vous allez plutôt faire de l'inter-entreprise là-dessus. Vous ne faites pas de l'intra, vous n'avez pas besoin de former 10 référents harcèlement là-dessus. Vous envoyez quelqu'un dans un centre de formation et la personne est formée. La sécurité au poste de travail. Voilà, bah, ça c'est un peu le fourre-tout et ça, comme je l'ai dit, ça dépend de votre document unique d'évaluation des risques pro. Donc forcément, c'est à dispenser cette formation sécurité à l'embauche de vos salariés pour les nouveaux arrivants. Et puis normalement, de manière régulière entre guillemets, à vous de déterminer le plus logique, qui ne doit pas non plus impacter. Mais en fait, ce qu'il faudrait montrer, c'est un plan d'action en fait de ces formations. On peut passer après, juste pour vous dire que, en fait, voilà, c'est ça, c'est le DURP. Vous savez que ce document unique, c'est là où vous devez absolument tout consigner. Il a pour but de lister les dangers, hiérarchiser en fonction de la gravité et de la fréquence de ce risque en termes d'apparition. Et après, ces actions, ce qu'on a Ouais, donc ce document unique, finalement, on a parfois l'impression que c'est juste une obligation et que c'est le truc qu'on fait un peu en dernier dans l'année. Mais si vous voulez vraiment faire de la prévention, c'est le document de base qui doit ensuite servir au plan de formation, de développement des compétences et à toutes les actions qu'on va pouvoir mettre en œuvre sur la santé, la sécurité. Donc, lister les dangers, hiérarchiser les risques et préconiser des actions. On en a parlé un petit peu. Muriel, c'est entreprise, pas groupe, ce serait trop simple. Et entreprise, en fait, c'est la localisation géographique qui va déterminer, par exemple,
référent harcèlement. Si vous êtes un énorme groupe et que vous en avez plein au niveau juste d'un siège, non, c'est pas ça. Il faut qu'il y en ait vraiment par entreprise. Voilà, les réalisations du DRP, on est un combat à l'employeur, vous le savez. Bien sûr, l'employeur n'est pas seul, hein, il peut s'appuyer sur des personnes qui sont des fois aussi plus compétentes. C'est une mise à jour annuelle dans les faits, mais normalement, dès qu'il y a un changement, dès que vous déménagez, dès que vous avez acheté une nouvelle machine, dès qu'il y a un gros accident de travail qui vous a vraiment impacté, il faut qu'il y ait cette mise à jour. Ça, c'est sûr, ça va être un réflexe. Au moins annuel, et si vous avez par exemple un déménagement, voilà, nous, il faut on vient de déménager, donc on doit mettre à jour notre document unique. Exactement. Dernier petit chapitre, très rapidement. Merci beaucoup, Sophie. Si jamais vous devez partir, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir le replay par mail. Vous pourrez retrouver tout ça sur la chaîne YouTube. On a encore 10 minutes, donc on va vous parler des formations obligatoires par secteur d'activité. Premier avertissement, c'est pas exhaustif parce que si ça devait être exhaustif, on aurait 50 pages. Mais on va essayer de continuer le travail là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des secteurs d'activité qui nécessitent des formations adéquates, supplémentaires, selon les risques spécifiques. Donc, on en a listé quelques-unes ici, selon les secteurs. Typiquement, dans l'industrie, Harmonie, tu parlais de ATEX, atmosphère explosive, utilisation de machines dangereuses. L'appareil dans le code du travail, vous avez une liste de 10-15 machines dangereuses, mais si vous considérez que cette machine que vous avez mis à disposition est dangereuse, et ben, elle doit rentrer là-dedans. BT, agroalimentaire, le HACCP, santé médico-sociale, vous avez ce PRAP 2S. En fait, en fonction de votre secteur, il y a ces formations qui sont vraiment obligatoires et transverses, mais vous avez aussi ces formations qui sont très spécifiques. Donc, on peut faire une autorisation et conduite au lieu du CACES. Normalement, c'est le CACES qu'il faut absolument, et je crois que le médecin du travail, en fonction de tel engin. Là, quand c'est des questionnements très spécifiques, tout dépend de votre secteur, tout dépend de votre environnement. Appuyez-vous aussi sur le médecin du travail. Mais normalement, non, il faut une autorisation de conduite avec ces différents CACES pour s'assurer que les personnes soient bien couvertes. Sachant qu'ici, on a mis le CACES dans logistique et transport, mais qu'il est probablement utilisable dans le BTP. On l'a mis aussi, d'un point de vue d'engin. Mais dans l'agroalimentaire, vous avez arrêté l'expédition. Enfin, voilà. Il y a des trucs qui sont extrêmement spécifiques. Et là, vous devez vous appuyer. Je ne sais pas si vous connaissez la fiche d'entreprise. Vous savez que vous, employeur, vous avez ce DUERP qui est obligatoire, mais vous avez ce document de fiche d'entreprise qui est quasiment le même document, mais qui doit être fourni par votre médecin du travail ou un IPRP. Et en fait, il peut vous aider. Appuyez-vous sur cette fiche d'entreprise aussi pour mettre à jour votre document unique. On devrait retrouver calquer en fait les mêmes risques professionnels. Et au moins, c'est un regard extérieur parce que vous, en interne, vous ne voyez pas non plus l'ensemble de vos risques professionnels. Quand c'est fait par le service de prévention et de santé au travail, eh ben, on est sûr que dans 2 cerveaux, au moins, on peut moins louper ces risques pro. Si le risque routier, s'il y a des… voilà, faites avec le SPS, c'était exactement. Parce que les médecins nous ont demandé notre DRP pour faire la fiche. Camille, vous êtes… En fait, les deux, vous avez cette obligation, mais qui commence? C'est sûr que le médecin du travail, si vous pouvez lui faciliter, parce que vous avez cette obligation, mais le service de prévention et de santé au travail a cette obligation de faire cette fiche d'entreprise. Donc, j'ai envie de dire, moi, je sais qu'en tant qu'ergonome, quand je le faisais, on demandait ce document unique, c'est vrai, mais s'il ne l'avait pas, on devait quand même faire cette fiche d'entreprise. Il est drôle, votre médecin du travail. Par rapport au secteur, le secteur industriel, voilà, on vous a mis, il y a ces premiers secours et incendies, il y a les risques mécaniques, c'est vraiment des exemples par rapport au secteur industriel, travail en hauteur, l'utilisation des EPI, les risques physiques, gestes et postures, prévention des TMS aussi, le risque chimique et environnement, attention, on n'a pas trop parlé de produits chimiques. Forcément, si vous en avez dans votre entreprise, il faut que vos salariés sachent ce que c'est qu'une FDS, il faut qu'ils sachent comment ils stockent, comment en fait ils recyclent aussi ces produits chimiques. Ça ne part pas comme ça dans l'environnement. L'amiante, si vous êtes concerné. Voilà, en gros, c'est pour vous montrer qu'il y a tout un petit travail de fourmi, mais qui part du DU et ou de l'AFE. Le risque électrique, alors vous avez plein d'habilitations électriques pour les non-électriciens, ceux qui vont changer les ampoules, par exemple, un agent de maintenance, comme pour les électriciens, la formation aux machines dangereuses, CACES. Voilà, c'était vraiment pour vous expliquer un petit peu tout ça. Et nous, le SSC va faire une fiche d'entreprise par Teams. OK. Bof. Alors, fiche d'entreprise, normalement, il faut qu'on vienne sur le terrain quand même.
Après, on fait avec les moyens du bord, il n'y a pas de souci. Normalement, il faut quand même qu'ils se déplacent pour voir où sont placés vos extincteurs, pour tout ça. Effectivement, Lorraine, c'est l'enfer, ouais. En tout cas, il y en a beaucoup, c'est difficile de savoir exactement ce qu'il faut faire. Et j'imagine qu'en tant qu'employeur, ça doit pas toujours être très simple de lire tout ça et en plus de mettre en place tout ça, parce que en parallèle, il faut quand même bosser, avancer, donc pas toujours facile. Parce qu'effectivement, les formations obligatoires, elles doivent être réalisées sur le temps de travail et rémunérées comme telles. Ça, c'est ça. Important aussi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Le SPCT, c'est dépasser notre entreprise. Vraiment, la technique, c'est que vous dites que vous n'avez pas le document unique, comme ça, le SPCT se déplace forcément dans l'entreprise pour faire cette fiche d'entreprise. Et comme ça, comme ça, on part d'un regard neuf et comme ça, on est sûr de rien louper. Parce que sinon, la facilité, c'est de prendre votre document unique et de faire un copier-coller, quoi. La fiche d'entreprise, c'est quand même plus light parce que c'est une photographie à l'instant T de vos risques pro. Donc, Et Laurence, habitation électrique pour voiture électrique, ça, j'avoue, je sais pas. Ouais, si vous avez l'info, Laurence, on est preneur. Pour voiture électrique. Il y a tellement, je pense qu'il y a une vingtaine ou trentaine de formations habitation électrique différentes. Ouais. Ok, est-ce que c'est un peu plus clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qui est obligation légale dans les différents secteurs? Encore une fois, même si c'est pas 100% exhaustif, parce que je pense que personne n'est capable de le faire aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Moi, j'ai ce conseil très pratico-pratique et je viens d'en parler. Demandez à votre service de prévention et de santé au travail la fiche d'entreprise. Vous avez le droit de le demander. Ça vous aidera. Donc, ils seront obligés de venir et ça vous aidera à faire votre document unique et comme ça, hop, pour assurer ce cours. J'ai différentes réponses suivant le prestataire à métier. Laurence, ça, vous avez raison, il faut faire vachement attention. Vous pouvez avoir des prestataires pas très sérieux qui vont vous dire bah oui, c'est une obligation légale et parce qu'ensuite ils vont vouloir vous la proposer. En tout cas, c'est pas l'exercice qu'on a fait là. On a essayé d'être le plus objectif et pertinent possible pour qu'ensuite vous puissiez vous dire effectivement, comme le disait elle, ça doit être Laurence ou Laurent, nous sommes plutôt dans les clous, bah, tant mieux. Avant de partir, je vais juste vous mettre un petit mot sur Goldmap et peut-être Harmonie, si toi tu veux répondre pendant ce temps. Pénibilité doit-elle apparaître dans le document unique obligatoirement? Même question pour l'analyse des risques en fonction du genre féminin, masculin. J'ai envie de dire plus vous êtes exhaustif, mieux c'est. La pénibilité, on sait qu'on ne parle plus de critères de pénibilité, mais vous pouvez vous appuyer dessus. En fait, déjà dans le document unique, vous savez que normalement, idéalement, il doit être numérisé. Alors, ça fait des années et des années qu'on nous parle d'un portail numérisé pour ranger ce document unique. Il n'est toujours pas sorti par le gouvernement. Mais j'ai encore vérifié ce matin parce que je me suis dit, oulala, pas qu'il est sorti il y a 2 jours. Donc, ce matin, il n'est toujours pas mis en place. Idéalement, quand même, numérisez-le parce que ça vous facilite ça vous facilite la tâche, mais non, pas par genre, parce que, alors, c'est des questions, c'est la première fois qu'on me la pose, mais il y aurait peut-être un côté discriminant, mais parce que normalement, tous les postes doivent être accessibles même à une personne en situation de handicap, donc non, on doit pas distinguer la pénibilité par genre homme-femme, même si, parce que vous avez le code du travail qui ne distingue pas, par rapport au port de charge, par exemple. Mais vous avez des normes. Je sais qu'il y a la norme NFX 35-109 que vous devez connaître par rapport à tout ce qui est manutention manuelle. Et là, il y a une distinction entre 15 kg, 25 kg. Mais non, votre évaluation, c'est vraiment pour tous. Est-ce que vous nous voyez encore? Parce qu'on a l'impression que la caméra bug un petit peu. Oui, ok, preneur, je suis Cécile. Okay, top. Du coup, ce qu'on vous propose, je vous ai mis là en chat en violet. Si vous pouvez remonter un petit peu, vous avez le livre blanc, qui est le document un petit peu complémentaire du webinaire qui reprend un peu tout ce qu'on s'est dit là. On va vous envoyer les supports si vous le souhaitez. Je vous ai mis aussi le lien vers notre chaîne YouTube parce que vous y retrouvez en fait tous les webinaires qu'on vous propose une fois par mois. Donc, on a parlé aujourd'hui des risques professionnels. La dernière fois, on avait parlé des incivilités. On avait parlé de l'éveil musculaire, de comment est-ce que j'anime un safety day. Vous avez vu qu'on essaye d'être très pratico-pratique, très pragmatique, vraiment pour vous faire gagner du temps dans votre métier de RH ou de HSE ou de responsable formation au quotidien. Et du coup, le prochain webinaire, c'est sur l'absentéisme, sur les stratégies qui peuvent permettre de baisser l'absentéisme un petit peu dans tous les secteurs. On sait que c'est un fléau. Donc voilà les 3 ressources que vous pouvez utiliser. Est-ce que vous avez pu
les regarder? Est-ce que vous avez pu cliquer dessus? Vous les avez en violet? Si vous pouvez juste me confirmer que vous les avez dans le chat. J'aimerais bien. Ouais, le livre blanc. Top. Bah, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Ouais, c'est bien, ça Soyez permet de rassurer. Voilà. Peut-être juste un dernier mot sur ces formations obligatoires. Nous, on essaye. Alors, accès aux liens, vous les avez dans le chat en violet. Si vous remontez un peu le chat, je vais juste vous les épingler. Midi 27, si vous remontez. Je vous ai épinglé le prochain webinaire notamment. Juste un petit mot sur Goldmap, même si c'est pas l'idée, mais nous, dans cet océan de formations obligatoires qui sont pas toujours très rigolotes et toujours très, très compréhensibles, on essaye de vous proposer une approche qui est dynamique, Harmonie l'a dit, qui est pas culpabilisante, qui est engageante. Tout ça, on le fait en fait avec de l'ingénierie pédagogique qui est très innovante. On a beaucoup de pratiques, beaucoup de comportements, beaucoup d'exercices, d'études de cas pour essayer d'ancrer les sujets de sécurité dans le quotidien et dans la culture d'entreprise. Et ensuite, un point qui est important aussi pour nous, c'est l'expérience. Elle ne s'arrête pas à la formation ou à l'intervention. On va vous proposer en fait des galaxies de contenu pour aller plus loin, parce qu'on est persuadé que c'est comme ça qu'on va stimuler le changement de comportement, l'appropriation de ces bonnes pratiques. Donc, quand vous travaillez avec Goldmap sur une formation EPI, premier secours, SST, etc., vous avez toujours des livrets pédagogiques, vous avez toujours des affiches de sensibilisation. Donc, ça vous aide notamment sur la partie information dont parlait Harmonie. Et vous avez toujours des modules e-learning ou des contenus vidéo qui sont accessibles à vos salariés. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, on a bouclé la boucle, on est intervenu effectivement en présentiel avec un formateur habilité, certifié, mais en plus, au quotidien, vos salariés, ils ont les bons contenus, les bons documents pour mettre en place au quotidien. Donc, voilà un petit mot pour vous expliquer comment nous, on essaye de rendre tout ça dynamique, sympa, engageant, convivial, interactif. Il faut aussi que vos équipes passent un bon moment. Une question de combien de personnes qui parlent à retraite, sur les gestes Ouais, qui sauvent. les gestes qui sauvent, Laurence, on en a parlé un petit peu. Il y a une obligation qui est sortie en 2022. Informer. Donc, sensibiliser. Typiquement, si vous faites un atelier d'1h30, vous êtes OK sur le réglementaire. Vous n'êtes pas obligé de les former pendant 7 heures. Voilà. Ce qui est difficile, c'est que pour les petites entreprises, vous n'allez pas avoir énormément de monde qui vont passer. Donc, ça veut dire que vous passez en inter-entreprise. Ou alors, si vous avez un petit groupe de 6, 7, 8, là, vous pouvez appeler Goldmap, vous pouvez appeler un autre organisme pour de l'intra. Est-ce que là-dessus, ça vous semble clair? Je vous remets le lien vers le livre blanc avec les formations obligatoires. Je vous le mets ici. Hop. Et je vous remets la chaîne YouTube, hop, juste avant le départ. Super. Avant la pause déj, vous pouvez faire un petit tour sur notre chaîne YouTube. C'est vraiment une chaîne qui vit beaucoup, sur laquelle vous retrouverez du coup plein de bons conseils pratiques. Merci beaucoup Geneviève, merci pour votre temps. Je vais juste essayer de remettre la caméra, hop, pour voir. Et comme ça, voilà. vous avez là, normalement, Arthur en grand. On vous remercie pour votre temps. Tiens, Harmonie, tu peux venir ici. Merci pour votre écoute. Merci aussi pour les conseils. Bon courage aussi pour l'application de toutes ces méthodes. Et on sait que c'est pas simple au quotidien. Appelez-nous, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions sur le webinaire. Je vais vous mettre mon adresse mail, arthur@goldmap.com. Ça, c'est mon mail. Question, vous appelez Arthur. Voilà. Et mon numéro de téléphone, 06 17 45 26 05. Et sinon, si vous connaissez déjà Goldmap, vous appelez votre interlocutrice commerciale. Merci beaucoup pour votre temps et on s'est régalé à vos côtés et on vous souhaite une pour votre participation. Très belle journée. À très vite. À bientôt. À bientôt tout le monde. Au revoir.